Bonjour, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport. C'est le Bonjour. troisième jour de perturbations surprises dans les transports, léger mieux, mais de nombreux trains sont toujours arrêtés, supprimés. Ça va s'arrêter quand? Léger mieux aujourd'hui, reprise quand même assez substantielle, notamment en Île-de-France. Et demain, un trafic transilien qui devrait être à peu près normal. Vous avez Avec des des précisions informations sur demain? de la SNCF à l'instant, une reprise du trafic en Normandie et en Bretagne, donc une amélioration d'une manière générale aujourd'hui sur l'ensemble des trafics, sauf les intercités. Et demain, un retour a priori progressif à la normale. Enfin, quand même toujours un TER sur deux supprimé, les intercités supprimés, vous l'avez dit. Un Ouigo sur trois seulement circule. Les Aujourd'hui, Ouigo, ces trains familiaux qui sont très utiles évidemment et très fréquentés en week-end de vacances. Quand cette pagaille va-t-elle s'arrêter? C'est sûr que la grève a été très pénalisante, son caractère A surprise. été, vous en parlez Non, déjà non, non, au je vais passage. revenir sur le sujet, parce que vous avez dit en introduction, droit de retrait On va y et revenir. grève. Je pense qu'il faut vraiment qu'on y revienne pour poser les bons mots et le bon diagnostic. Mais oui, il y a eu des discussions, d'ailleurs continues, entre la SNCF, la direction et les organisations syndicales depuis vendredi matin. Et aujourd'hui, en tout cas tard hier soir et ce matin encore, il y a des discussions qui progressent vers une forme d'accord pour recruter davantage de personnel de sûreté, pour peut-être délayer certaines mesures, et puis pour faire la lumière sur ce qui est essentiel et fondamental, c'est-à-dire la sécurité. Je crois que vous voulez aussi en parler plus avant. Quel bilan vous faites de ce samedi noir hier? Ah, mais d'abord, le bilan sur la nature de la grève et du mouvement qui s'est Peut-être opéré. d'abord sur la journée d'hier. Combien de Français bloqués ou embêtés? Vous savez, c'est plus de 50% des trains qui ont été supprimés ou délayés de façon très considérable. On estime qu'il y a environ, sur une journée comme ça, 3,5 millions de personnes, de Français, de familles qui voyagent. Et donc, c'est la moitié de ces familles qui ont été plus ou moins impactées, avec une incapacité à se projeter pour son voyage, puisque le caractère surprise de la grève n'a pas permis à la SNCF d'être aussi réactif que d'ailleurs la loi le dispose, puisque vous savez que tout gréviste doit déposer un préavis et doit se déclarer individuellement 48 heures à l'avance. C'est la loi de 2007 qui permet à la fois de préserver le droit de grève constitutionnel et de prévoir le transport de voyageurs au bénéfice de tous les Français. Vous les appelez des grévistes, eux, ces salariés invoquent leur droit de retrait. On va y revenir. À mouvement atypique, réaction rapide du gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place hier. Vous étiez à ses côtés, Absolument. gare de l'Est. Il s'est montré très ferme, presque en colère. On l'écoute. Nous sommes aujourd'hui au premier jour des vacances de la Toussaint. C'est 3 millions de Français qui doivent, un jour comme celui-ci, prendre le train. Or, ils en sont, pour un très grand nombre d'entre eux, largement empêchés, à raison d'un détournement du droit de retrait, d'un détournement d'un droit syndical que je respecte parfaitement, mais qui n'est pas mis en œuvre et qui s'est transformé en une grève sauvage. Cette grève sauvage, elle a un impact inacceptable pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Français. Est-ce que vous reprenez à votre compte, Jean-Baptiste Djebbari, ce mot grève sauvage, détournement du droit de retrait? Je reprends les mots du Premier ministre à mon compte et je vous les explique. Le droit de retrait, c'est disponible pour tout Français qui, quand il se retrouve devant une situation de danger grave ou imminent, peut se retirer de son activité. C'est le cas, par exemple, quand un chauffeur de la RATP se fait agresser sur une ligne. Vous avez en général le chauffeur et ses collègues qui se retirent de l'activité, qui demandent une concertation immédiate avec la direction et des mesures sont prises. Ce qui s'est passé jeudi dans la nuit, c'est que ce droit de retrait, en tout cas ce retrait, a été organisé de façon collective partout en France. C'est possible aussi, dit le Code du travail. Que vous avez entre 1 tiers et 50% des conducteurs grévistes qui n'étaient pas des conducteurs de TER, qui étaient des conducteurs de TGV. Donc on peut assez facilement se convaincre que le droit de retrait a été contourné de son objet juridique. Dès lors, vous êtes face à une grève, et une grève, la loi de 2007 prévoit qu'elle est organisée. Vous avez une alarme sociale, vous avez des concertations immédiates qui sont commanditées et qui ont été menées à la SNCF dès vendredi matin, et vous avez un préavis qui doit obligatoirement être posé, puis des déclarations individuelles. Et ces deux sujets, en tout cas ces deux objets, le préavis et les déclarations individuelles qui permettent de construire le plan de transport, n'ont pas été réalisés, ce qui a entraîné la pagaille que nous avons pu observer vendredi, samedi matin et encore aujourd'hui dans une moindre mesure. On va Donc, rentrer dans le fond du sujet, Oui. mais les syndicats contestent totalement cette affirmation de grève sauvage. Ils restent sur ce principe du droit de retrait. On va écouter d'ailleurs l'un d'entre eux qui était sur BFM TV hier soir, Benjamin Amar, membre de la direction nationale de la CGT.
ça, ces propos-là, ils sont très graves. Ils sont très graves parce qu'on est encore dans un état de droit. Et il intitule grève sauvage du droit de retrait. Je vais vous dire, il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence. Et à chaque fois que la CGT a contacté dans ce genre de situation, et on l'a encore fait là, l'inspection du travail, elle pèse en notre faveur. Vous savez, les syndicats, on n'est pas des farfelus, on n'est pas des charlots, on sait ce qu'on dit. Quand on invoque un droit de retrait, on sait ce qui se passe derrière. Moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous, on verra la décision judiciaire s'il y en a une. Est-ce que le Premier ministre n'a pas mis de l'huile sur le feu plutôt qu'apaiser avec ces déclarations? Je crois qu'il a eu raison de donner notre appréciation politique de la situation. Notre appréciation politique, c'est que ce droit de retrait a été détourné de sa vocation initiale. Et je le redis, vous avez entre 1 tiers et 50% des personnes grévistes qui n'étaient pas directement impactées par le trafic TER et pour lesquelles un danger grave ou imminent n'était pas de fait observable. Donc je pense que cela est très clair. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas inspecteur du travail. Le juge jugera le cas échéant, mais je vous donne mon appréciation politique et de bon sens, je crois, et je crois que les Français peuvent le comprendre. Le Premier ministre va plus loin puisqu'il menace ou il demande à la direction de la SNCF d'étudier des sanctions. De quelles sanctions peut-il s'agir contre ces milliers de salariés qui ont fait jouer leur droit de retrait? Il a effectivement demandé à Guillaume Pepy, président de la SNCF, d'étudier les voies judiciaires. Elles sont de 2 ordres. Vous pouvez d'abord aller devant le juge pour faire qualifier la mobilisation. Et là, l'objectif de la SNCF, c'est de faire qualifier par le juge, que le juge dise très précisément que ce droit de retrait, en tout cas que le caractère de danger grave ou imminent n'était pas réalisé en l'espèce pour toute la population qui s'est mise en retrait de son travail. Et puis, il y a des sanctions disciplinaires, individuelles. Et vous savez que dès lors que vous êtes en grève, vous devez respecter le formalisme que j'ai décrit tout à l'heure. Et que donc les personnes qui ne sont pas au travail sont en absence irrégulière, que l'absence irrégulière est notifiée et mise en demeure, les agents de la SNCF absents sont mis en demeure de se rendre au travail et que le cas échéant, s'ils ne s'y rendent pas, ils sont considérés comme étant en abandon de poste et donc cela ouvre droit à des sanctions disciplinaires personnelles. Le tribunal de grande instance va être saisi? C'est à la main de la SNCF, mais je crois qu'il aura la SNCF et sa direction auront à se prononcer sur ce sujet et c'est probable qu'il soit saisi. Mais cela veut dire qu'il va y avoir des procédures individuelles contre chacun de ces agents, donc des dizaines de milliers d'agents? 2 choses différentes. Il y aura une probable saisie du tribunal de grande instance sur la qualification de la grève, du mouvement social. Et par ailleurs, la SNCF a mis en demeure les agents qui sont absents aujourd'hui et en absence irrégulière de revenir au travail et pourra prononcer le cas échéant des sanctions personnelles. Mais c'est bien cela va prendre du temps dispositions et séparées. Le juge, vous l'avez dit, et l'inspection l'inspection du travail reviennent à la normale le plus rapidement possible, je crois, dans l'intérêt de tous. Vous appelez à un arrêt du mouvement, disons les choses clairement? Pour le dire clairement, les choses progressent depuis vendredi. Il y a des discussions quasiment ininterrompues entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales. Ça ne se voit pas beaucoup sur le terrain, non, mais vous en conviendrez. Toute la journée d'hier, d'échanger aussi avec des leaders syndicaux sur notamment le processus lié à la sécurité, puisque ça, il faut en parler, vous y viendrez, mais il faut parler effectivement de ce qui s'est passé en termes de sécurité. Et j'ai moi-même diligenté le BEA, donc le Bureau d'enquête et analyse pour le transport terrestre, de manière à faire la clarté sur l'accident ferroviaire et aussi sur la dimension routière, qui aujourd'hui est quand même assez largement oubliée dans le débat politique. Alors on va rappeler justement ce qui a déclenché ce mouvement assez atypique. Un accident mercredi dernier sur une ligne de TER dans les Ardennes, notamment près de Charleville-Mézières, entre un TER et un camion bloqué à un passage à niveau sur les voies. 11 blessés, le conducteur lui-même se blesse à la jambe après l'accident. Il n'avait pas été prévenu de la présence du camion sur les voies car le signal radio n'a pas fonctionné, dit la CGT, et il a dû gérer seul la situation, notamment la situation de femmes enceintes, blessées elles aussi, seules parce qu'il était le seul agent de la SNCF à bord du train. Indépendamment de la méthode, est-ce que sur le fond, vous comprenez que ça ait pu susciter l'émoi des cheminots et que cette situation n'est pas acceptable? Absolument. D'abord, moi je viens du monde des transports, j'ai été opérateur, je sais ce que c'est d'être face à un incident ou un accident et ça suscite toujours de l'émotion quand vous êtes en difficulté ou quand vos collègues le sont. Donc ça, absolument, je le comprends dans ma chair si vous voulez. Ce qui s'est passé, vous l'avez très bien dit, cet accident a fait 11 blessés. Parmi 3 blessés légers, dont le conducteur, j'ai pris de ces nouvelles ce matin, qui est légèrement blessé à la cheville et à la cuisse et qui a des douleurs dorsales. Il a un accompagnement psychologique, d'ailleurs, qu'il a lui-même demandé. Et tout le monde salue, moi le premier, son courage et son dévouement. Il sera d'ailleurs cité à l'ordre de la SNCF. Il y avait 2 femmes enceintes qui ont été conduites à l'hôpital. Et il y a 6 personnes qui Elles vont bien. Elles vont bien. Et il y a 6 personnes choquées qui ont de la même façon été prises en charge. Est-ce que vous avez plus d'éléments sur l'enquête, sur ce qui s'est passé justement?
Pour dire les choses de la façon la plus transparente possible, il y a deux choses qui ont bien fonctionné dans cet accident. C'est d'abord la protection physique de la cabine du conducteur, puisque le choc a été très violent, 90 km/h, et la cabine l'a protégé. Mais en revanche, le bas du TER, qui contient les organes de sécurité que vous avez cités, c'est-à-dire la radio de secours, le téléphone de secours, a été endommagé de telle sorte que ces équipements ont été détruits. Et donc le conducteur a très bien réagi, il a pris son téléphone mobile personnel, il a prévenu la gare en aval du train, ce qui a permis effectivement de bloquer les circulations. Mais on imagine la scène et les syndicats demandent une deuxième personne à l'intérieur du train pour pouvoir gérer ce type de situation ou les incivilités, par exemple, qui sont en hausse régulièrement. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Là-dessus, je réponds deux choses. La première chose, c'est que ce mode d'exploitation en conduite seule, c'est un mode d'exploitation normal à la SNCF. Depuis 10 ans, depuis à peu près. plus de 10 ans. C'est 100% quasiment des Transiliens qui sont exploités de cette façon. C'est plus de 3/4 des TER. Les ERAM sont équipés spécialement avec des caméras vidéo à l'intérieur. Les TER. Ah. Les autorails sont équipés avec des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur. C'est le conducteur lui-même qui ferme les portes. Il est formé pour cela. Donc c'est sans danger pour vous? En tout cas, c'est un mode d'exploitation nominal. Mais on peut le remettre en question justement à la lumière de cet accident. Très largement exploité en Europe. Il y a eu un problème de sécurité. Et donc les enquêtes vont se poursuivre, la SNCF d'une part, le BA d'autre part, et il y aura probablement, et c'est même certain, des conséquences à en tirer sur le plan de la sécurité. Peut-être qu'il faudra renforcer la partie basse du TER, et dans le cadre des maintenances programmées, cela pourra être fait. Mais la revendication de la CGT, pour la nommer, elle est connue. Ils contestent depuis très longtemps ce principe de conduite seule. Et la proposition qui est faite aujourd'hui par la SNCF, c'est notamment de renforcer les agents de sûreté dans les gares, de permettre aussi à un environnement de sûreté satisfaisant d'être mis en œuvre. Donc la sécurité, c'est pas tout stopper d'un coup d'un seul et dire que rien ne va plus, c'est améliorer progressivement, graduellement, la sécurité de l'exploitation. Mais sans plus d'êtres humains dans la machine. Moi, sur le plus d'êtres humains dans la machine, encore une fois, vous avez 6000 TER par jour, 6000 trains régionaux par jour, qui circulent en toute sécurité avec un agent seul à bord, sur des rames spécialement équipées, en étant spécialement formés pour cela. C'est une pratique homologuée, très largement répandue partout en Europe, et qui a prouvé que nous pouvions transporter des millions de passagers par jour. C'est 3,5 millions de passagers par jour qui sont transportés en toute sécurité par la SNCF. Mais tout de même, Jean-Baptiste Djebari, indépendamment de la méthode et de ce mouvement atypique, qu'en est-il de l'acte 2 promis par Emmanuel Macron? Plus d'écoute, plus d'appréhension du terrain, alors qu'hier, le Premier ministre affiche sa fermeté. Est-ce que c'est comme ça qu'on transforme la France? On sent bien que dans ce mouvement, peut-être, il y a aussi une appréhension des réformes en cours, réforme ferroviaire. Elle entre en application le 1er janvier prochain. Et puis, la réforme des retraites, évidemment, grosse journée de mobilisation le 5 décembre prochain. Madame Langlade, l'acte 2, s'agissant par exemple de la réforme des retraites, il est à l'œuvre depuis 2 ans parce que Jean-Paul Delevoye a reçu l'ensemble des syndicats s'agissant des grands fondamentaux de la réforme. Et je reçois moi-même les syndicats. J'ai commencé avec la RATP la semaine dernière et je poursuis avec la SNCF pour justement parler, concerter, construire ensemble les différents chemins pour ces régimes spéciaux que vous avez cités, qui permettront d'avoir une réforme qui soit acceptable pour les cheminots d'une part, pour les agents de la RATP, d'une manière générale, pour les Français. Donc ce cadre, il existe. Et cette proximité, elle existe. Et ce contact, il existe. Je m'étais moi-même rendu le 13 septembre dernier à la maison de la RATP, où, vous le savez, il y avait eu une mobilisation pour rencontrer les agents, pour discuter avec eux et pour prendre rendez-vous à l'avenir. Mais on a bien vu dans la bouche du Premier ministre que le visage n'était pas celui d'un visage d'écoute. Mais nous avons été confrontés à une situation complètement inédite avec des centaines de milliers de Français, des millions de Français qui, vendredi matin, premier jour du départ du week-end de la Toussaint, ont été bloqués dans des gares, dans une pagaille sans nom, sans information. Et je le dis très facilement et en même temps très fermement, ce n'est pas acceptable que la SNCF, grand service public, ait rendu un service de cette qualité ce jour-là. Et je salue d'ailleurs les centaines de personnes qui ont été mobilisées pour informer les voyageurs, pour leur faire des contacts en amont. Le droit d'information a manqué, évidemment, puisque c'était surprise, mais on peut le regretter aussi du côté de la SNCF. Parce que la loi n'a pas été respectée et que nous ne connaissions pas, en tout cas la SNCF ne connaissait pas 48 heures à l'avance comme il est d'usage, précisément les conducteurs, les aiguilleurs, les personnels en gare qui seraient présents. Et c'est le service que collectivement nous devons aux Français. Est-ce que vous redoutez une contestation sociale plus vaste à l'approche justement du 5 décembre avec ce mouvement surprise? Qu'est-ce que ça dit de l'état de la SNCF et puis des cheminots? D'abord, je connais l'appréciation des cheminots d'une manière générale de la réforme des retraites, raison pour laquelle nous avons plus d'1 mois
pour discuter à l'approche du 5 décembre, qui, comme vous l'avez dit, sera un moment de mobilisation pour la RATP, pour la SNCF. Et moi, je compte très fortement sur les temps d'échange que nous avons pour construire ensemble les garanties individuelles des cheminots. J'observe que certains syndicats viennent et que d'autres ne viennent pas quand il s'agit de négocier très concrètement les euros sonnants et trébuchants que nous mettons sur la table pour accompagner les différents régimes. Donc je réitère mon ouverture à discuter avec ceux qui aujourd'hui ne viennent pas. 12h27, c'est l'heure de Politique au quotidien, notre rendez-vous avec le Parisien aujourd'hui en France.